experts qui vont nous faire des présentations sur la génétique, la génomique et sur la durabilité. D'autres aspects également qui bénéficient du financement dans le cadre de la GRAP. Bienvenue à vous. Merci de participer. Premier invité, le docteur Jacques Chenet, qui est généticien principal à l'Alliance MX, une société canadienne chef de file mondiale dans le secteur des bovins de reproduction, exporte la génétique dans plus de 80 pays. Aujourd'hui, Dr Chenet va nous présenter les projets de recherche dans la grappe laitière relatifs à la génétique et la génomique et qui sont appuyés par le réseau laitier canadien. Et lui va nous faire sa présentation en français. Merci, Shelley. I'm going to make the presentation in French, as Shelley just said. Je vais faire ma présentation en français, comme Shelley vient de vous le dire. J'essaie de vous parler des avancées en génétique et en génomique au cours des 5 dernières années, et aussi des 4 projets de génétique et de génomique dans le domaine. Quand on analyse les données du contrôle laitier sur une période assez longue, on constate que le progrès génétique est responsable d'une grande partie des augmentations de productivité chez les bovins laitiers, en fait plus de 70%, et c'est ce qu'on trouve à la fois au Canada et dans d'autres pays. Et ces dernières années, il y a eu de grosses améliorations au niveau de la génétique et de la génomique, et c'est ce dont je vais vous parler pour commencer. Si vous voyez ce graphique ici, si vous voyez ce graphique ici, excusez-moi, ça représente l'augmentation du taux de progrès génétique annuel pour les vaches nées, suivant l'année de naissance des vaches, pour les vaches nées entre 1990 et 2015. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait pro-dollar, donc l'augmentation pour le taux de progrès génétique pour pro-dollar. Et pro-dollar est un indice économique calculé par CDN qui est basé sur les données de Valacta et qui mesure les bénéfices nets de chaque vache jusqu'à l'âge de 6 ans. En fait, c'est une mesure qui tient compte du prix du lait et des composantes, qui tient compte des coûts d'alimentation, qui tient compte des coûts d'élevage des génisses, par exemple, et qui reflète non seulement la production des vaches, mais aussi leur durabilité, parce que par exemple, si pour des raisons de production ou de santé, la vache ne produit plus, à ce moment-là, évidemment, elle ne contribue plus aux revenus. Et on peut voir sur ce graphique que à partir de 2009 environ, le taux de progrès génétique annuel pour pro-dollar a doublé. Essentiellement, il est passé de 84 $ par an à 171 $ par an. C'est une augmentation considérable. On n'avait jamais observé ça depuis l'arrivée de l'insémination artificielle il y a 50 ans. Et ça, c'est dû principalement au fait qu'on utilise maintenant des évaluations génomiques qui permettent de sélectionner beaucoup plus rapidement les jeunes sujets, donc de faire tourner les générations beaucoup plus vite. Et aussi au fait qu'avec la sélection génomique, on est capable de sélectionner beaucoup plus efficacement pour des caractères de santé, de fertilité et de longévité, pour lesquels il était difficile de sélectionner dans le passé. Alors, dans ce tableau, on a converti le progrès génétique que je viens de vous montrer en valeur annuelle économique pour l'ensemble du secteur, en utilisant des hypothèses en fait qui sont assez conservatrices, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a vraiment pas le temps, mais ça montre que essentiellement la valeur annuelle du progrès génétique pour l'ensemble de l'industrie au Canada était d'environ 265 millions de $ par an avant la génomique, donc avant 2009, et maintenant elle est passée à 540 millions de $ par an pour les 5 dernières années. On peut même faire des prédictions pour le futur en se basant sur le niveau génétique des reproducteurs qui vont produire la nouvelle génération de vaches qui vont produire dans les 5 prochaines années. Et à ce moment-là, on voit même une augmentation qui va jusqu'à environ 750 millions de $ par an. Alors, ce sont encore des chiffres considérables et qui montrent que ces 5 dernières années, il y a eu un effet. La révolution génomique
a vraiment eu un effet et aura un effet important sur la productivité du secteur. Ce tableau, par contre, montre le financement de la recherche en génétique et en génomique par l'industrie, dans ce cas-là par les membres du réseau laitier canadien, qui sont en fait les associations de races, les organisations d'insémination artificielle, les contrôles laitiers et aussi les producteurs laitiers du Canada. Et vous voyez que depuis l'année 2000, on a investi environ 7 millions de dollars dans la recherche en génétique et en génomique. On a réussi à obtenir environ 14 millions de dollars des gouvernements comme financement conjoint, donc pour un total de 21 millions de dollars, ce qui est pas mauvais et qui en fait est probablement un très bon investissement si on compare ça aux bénéfices qu'on fait grâce à la génétique et à la génomique. Maintenant, je vais vous parler des 4 projets de génétique et de génomique qui sont supportés par la GRAP. Et ces projets sont tous en cours, ils vont se terminer en mars 2017. Et le premier est sur le développement et le testage de nouvelles méthodes d'évaluation génétique chez les bovins laitiers. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le projet sur les 10 000 vaches laitières, le génome de 10 000 vaches laitières. Le troisième, c'est un projet sur l'amélioration de la santé des ongles dans les troupeaux canadiens. Et le troisième, c'est sur l'amélioration de la valeur nutritive du lait et de la santé des vaches grâce aux technologies infrarouges. Le premier projet a pour but d'améliorer la précision et la vitesse des méthodes d'évaluation génétique. Et ça, évidemment, ça permet aussi d'augmenter le taux de progrès génétique que je viens de vous montrer. Et le contexte, c'est que même si on a fait des progrès considérables avec les évaluations génomiques ces derniers temps, leur précision est d'environ 50 à 70% pour les principaux caractères, et on pourrait potentiellement, en améliorant les méthodes, aller de 60 à 80%, et ça, évidemment, ça aurait un effet important sur le progrès génétique. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent? D'abord, on a développé une méthode qui permet de calculer la fiabilité des évaluations très rapidement, et cette méthode est déjà utilisée en fait par le RLC pour calculer des fiabilités pour les évaluations génétiques des jeunes sujets toutes les semaines. Donc ça va très rapidement. Et on a aussi développé une nouvelle méthode d'évaluation qui est basée sur ce qu'on appelle des haplotypes, qui sont des blocs d'ADN plutôt que des marqueurs, et qui, on l'espère, sera plus précise que la méthode qu'on utilise actuellement. Cette méthode n'a pas encore été validée, cependant, et c'est ce qu'il nous reste qu'à faire. Et si les résultats sont positifs, à ce moment-là, on va la transmettre à CDM. Le deuxième projet a pour but d'augmenter la précision des évaluations en utilisant les évaluations des vaches et aussi d'ouvrir la porte à la découverte de gènes à travers le séquençage, qui est une technique qui consiste à obtenir les 3 milliards l'ordre et la nature des 3 milliards de bases dans le génome de chaque vache. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les évaluations génomiques ne sont basées que sur les épreuves de taureaux. On n'utilise pas les vaches parce qu'on a peur, on pourrait faire mieux avec les vaches, mais on a peur du fait qu'il pourrait y avoir des traitements préférentiels. Donc il faut trouver de nouvelles méthodes pour inclure les données des vaches et améliorer la précision. Et pour ce faire, on a lancé un projet qui consiste à génotyper 10 000 vaches à travers l'ensemble du Canada, généralement des vaches avec des bonnes données phénotypiques, et à essayer de les introduire dans les évaluations, à introduire leur génotype dans les évaluations, et aussi, en même temps, on essaye de prédire la séquence du génome de ces vaches de façon à découvrir de nouveaux gènes. Et jusqu'ici, on a été capable de génotyper 5000 de ces vaches sur les 10 000, donc à peu près à moitié, et on a imputé à la séquence environ 3000 de ces vaches avec une précision de l'ordre de 97%. Donc des résultats qui sont vraiment très bons et qui nous permettront de faire une étude plus approfondie de l'effet des gènes sur les différents caractères de production, de santé, de fertilité, de longévité, etc. Les prochaines étapes consistent à tester les méthodes pour incorporer les génotypes des vaches et aussi
faire démarrer le système, si vous voulez, pour la découverte des gènes. Je ne veux pas utiliser le mot pipeline parce que c'est très contentieux ces temps-ci. Et aussi, on va essayer de regarder les interactions entre gènes, particulièrement pour les caractères comme la santé, la fertilité et la longévité. Le troisième projet c'est un projet donc sur la santé des onglons, et ça consiste à centraliser les données des tailleurs d'onglons dans une banque de données cohérente, et ensuite de développer des outils de gestion ainsi que des évaluations génomiques pour améliorer ces caractères de santé des onglons. Et c'est un problème très sérieux pour l'industrie, puisque d'après les études scientifiques qui ont été faites, il y a environ 40 à 70% des vaches en Amérique du Nord qui ont au moins un problème de liaison au cours du temps dans leur carrière. Et les coûts économiques qui sont associés à ces problèmes sont très importants pour l'industrie, et aussi il y a un aspect, disons, bien-être animal qu'on devrait essayer de résoudre du mieux possible. Vous voyez ici les résultats qu'on a déjà obtenus, en particulier les différentes lésions que l'on évalue. Et la première colonne représente en fait la fréquence de ces lésions telles qu'on les observe, et la deuxième colonne représente l'héritabilité des lésions. Et les deux lésions les plus importantes sont en fait la dermatite digitale et les ulcères de la sole. Et quand on regarde les héritabilités de ces caractères, elles sont relativement faibles, elles ne sont pas tellement élevées. Mais il y a quand même une variation génétique importante. Si on regarde le graphique qui est à droite, qui représente d'un côté les évaluations génétiques des taureaux, et de l'autre côté le pourcentage de filles qui n'ont pas de lésions à leurs onglons, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des différences importantes entre taureaux. En fait, les 10% des premiers taureaux, par exemple, avaient environ 6% de liaisons dans leurs filles, tandis que les 10 pires en avaient 24%. Donc il y a effectivement des différences importantes entre taureaux, des différences génétiques qu'on pourrait exploiter. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? D'abord, on était capable de calculer des évaluations génétiques préliminaires pour la santé des onglons. Elles n'ont pas encore été diffusées, elles sont des évaluations de recherche. Ensuite, on a aussi complété une interface pour transférer les données des tailleurs d'onglons au contrôle laitier et à CDN, de façon à créer une banque nationale de données. Et aussi de façon à renvoyer les données aux tailleurs d'onglons, de façon à ce qu'ils puissent donner une meilleure régie aux producteurs. Donc, et d'ici la fin du projet, on espère avoir des évaluations génomiques pour la santé des onglons, pour tous les taureaux et les vaches. Et aussi, on voudrait avoir entre 10 et 20% des vaches au Canada dans la banque de données nationale. Et on espère que ça va augmenter après ça progressivement. Le quatrième projet, en fait, se rattache assez aux présentations que vous avez entendues plus tôt, puisqu'il concerne, en fait, l'amélioration de la valeur nutritive ou nutraceutique du lait. Et l'objectif, c'est de développer des outils de sélection pour améliorer la valeur nutritionnelle du lait. Et ça, ce sont vraiment des outils qu'on veut développer, et les directions qu'on prendra, ça dépendra de ce que l'industrie, de ce que le secteur nous dira de faire avec l'aide des nutritionnistes, justement. Et il faut savoir qu'au Canada, les contrôles laitiers, dans beaucoup de cas, utilisent des rayons infrarouges pour mesurer le pourcentage de gras et le pourcentage de protéines dans le lait. Et cet équipement permet de mesurer beaucoup plus de composantes, comme par exemple le pourcentage de prédire, je devrais dire, beaucoup plus de composantes, comme par exemple le pourcentage d'acide gras, la lactoferrine, le calcium, etc. Donc potentiellement, on a accès à une banque de données énorme pour faire de la sélection ou de la régie pour ces caractères et les améliorer. Donc améliorer d'un côté la valeur nutritive du lait, mais aussi possiblement même la santé des vaches. Et donc ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est qu'on a déjà transféré 2,4 millions de données infrarouges qui provenaient de 600 000 vaches à la banque, dans une banque de données à CDN. Et on a fait l'analyse de 2500
échantillons de lait qui provenaient de 500 vaches pour la taille des globules de gras, les micelles de caséine, etc., donc, et les acides gras. Et de façon à être capable de comparer ces analyses très précises de laboratoire avec les données infrarouges. Et on est en train aussi de faire l'analyse pour d'autres caractères, comme par exemple le calcium, la caséine, le phospholipide et également la lactoferrine. Jusqu'ici, ce qu'on a trouvé finalement, c'est que ces caractères, les caractères qu'on a étudiés jusqu'ici, comme justement la teneur en acides gras, on a beaucoup entendu parler d'acides gras dans les présentations précédentes, est héritable, et aussi on peut la prédire avec une assez bonne précision à partir de ces données infrarouges, donc potentiellement on pourrait vraiment faire de la sélection pour ça. Les prochaines étapes, ça consiste à développer des équations de prédiction pour les prochaines composantes, à développer des évaluations génétiques et génomiques pour la valeur, pour tous ces caractères de toutes ces composantes qu'on peut prédire à partir des rayons infrarouges, et aussi, dans certains cas, à mettre en liaison ces données infrarouges avec la santé des vaches, en particulier des choses comme la mamite et justement la santé des onglons. Dans notre projet, évidemment, on a de nombreux collaborateurs et étudiants, sont en général, ça c'est en plus des principaux chercheurs, et évidemment, ce qui se passe aussi, c'est qu'on forme beaucoup d'étudiants gradués, etc. Et à mon avis, ça a un effet très positif en fait sur l'industrie, parce qu'on a des gens formés qui peuvent prendre le relais par la suite. Donc, en résumé, finalement, je vous ai montré que l'amélioration génétique joue un rôle extrêmement important dans la productivité des vaches laitières au Canada. On peut cependant encore faire des améliorations importantes en améliorant la précision des évaluations, mais aussi en introduisant d'autres caractères comme justement la santé des onglons et la valeur nutritive du lait. Il y a d'autres caractères aussi qu'on est en train de rechercher en ce moment, comme par exemple l'efficacité alimentaire ou même l'émission de méthane, de gaz méthane, par exemple, pour lesquels on pourrait faire des choses au niveau génétique. L'autre chose aussi, c'est que ces projets-là ne sont pas purement génétiques, il y a aussi une composante non génétique qui est très utile. Par exemple, si on prend le cas de la santé des onglons, on va aussi donner des données aux producteurs et aux tailleurs d'onglons de façon à ce qu'ils puissent améliorer la régie pour ce problème dans les troupeaux canadiens. Donc, voici les différentes organisations qui nous ont aidés dans ces projets et je vous remercie de votre attention. Université Laval, Doris. Économie rurale et d'un doctorat en zootechnie. Doris Pellerin est professeure en production laitière au département des sciences animales de l'Université Laval. Ses travaux de recherche portent sur le développement de systèmes de production agricole durable. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, le mandat que j'ai, c'est d'essayer de vous convaincre ou de vous montrer en 12 minutes qu'il y a un lien entre les pratiques pour assurer le confort des vaches, la longévité des vaches et finalement la rentabilité des entreprises. Donc, je vais commencer par la partie la plus facile, la partie la plus facile pour moi, le lien entre la longévité des vaches et la rentabilité des entreprises. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les résultats d'un calcul qu'on a fait à partir des données d'environ 800 fermes sur 3 ans, où on a évalué à partir de quelle lactation une vache devient rentable. Donc, on sait qu'il y a des coûts d'élevage qui sont aux alentours de 2500 $. Donc, à partir de quelle lactation une vache devient rentable pour les producteurs laitiers canadiens. On le voit, après la première lactation, elle a remboursé une partie de ses coûts d'élevage, mais il y a encore un déficit de 1400 $. Ce n'est qu'après la deuxième lactation où on atteint le point mort, donc où la vache devient rentable. Je sais que pour vous, les producteurs, faire de l'argent, c'est pas nécessairement la seule chose que vous voulez faire, mais ça peut quand même être intéressant de savoir que
si on veut faire de l'argent, il faudrait qu'au moins les vaches restent 3 lactations et plus. Par contre, si on regarde la réalité, les données du réseau laitier canadien nous montrent qu'il y a seulement 50% des vaches canadiennes qui survivent à leur 3e vêlage. Donc, la moitié qui font seulement 2 lactations. Alors que l'espérance de vie est à peu près 6 lactations. Donc, on s'est posé la question, est-ce que le confort pourrait aider à améliorer la longévité des vaches et ainsi améliorer la rentabilité? Donc, pour répondre à cette question-là, on a rassemblé des gens avec toutes sortes d'expertises. Vous voyez ici les collaborateurs sur le projet. Donc, des expertises dans tous les domaines, donc des gens qui connaissent le confort, des gens qui connaissent la santé, des gens qui connaissent la nutrition, des gens aussi qui, comme moi, connaissent un peu plus le secteur de la gestion technico-économique. Je dois tout de suite mentionner que l'initiative de ça c'était les premiers qui ont dirigé le réseau, c'est les Anne-Marie de Passier et Jeff Rauschen, qui étaient à Agriculture Canada et qui sont maintenant associés à l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, c'est sûr que pour faire ce genre d'études-là, ça prend des gens qui pensent, mais ça prend aussi des gens qui font le travail. Donc, je remercie à l'avance les étudiants, donc la vingtaine d'étudiants, je devrais dire étudiantes, parce que c'est principalement des étudiantes, qui ont réussi à permettre que les résultats que je vais vous présenter se réalisent. Donc, c'est quoi les objectifs du réseau? Sous la grappe laitière 1, on avait déjà été sur 240 fermes, on avait évalué les paramètres du confort, on a développé des méthodes ou des outils d'évaluation, et cet outil-là ou ces outils-là ont servi de base à ce qui est le volet bien-être de l'initiative Proaction. Et là, on s'est dit, 4 objectifs. Un premier objectif, c'est de retourner dans ces fermes-là avec le cluster 2 ou la grappe de recherche 2, puis essayer de voir les producteurs qui ont mis en place des stratégies, donc suite à l'évaluation qu'on a fait, ceux qui nous ont écoutés, est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats sur le confort que les autres? Donc ça, c'est dirigé par Elsa Vasseur, qui est maintenant à l'Université McGill pour les stabulations entravées, et Karen Ossel, qui est à l'Université de Calgary pour les stabulations libres. Deuxième objectif, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres stratégies qui permettraient d'améliorer la préoccupation du confort ou la connaissance du confort. Et puis, une fois donc des stratégies de vulgarisation, c'est sous la direction de Derek Hawley, qui est à l'Université de Guelph. Donc, on parle de Focus Farm Group. Donc, est-ce que cette stratégie-là permettrait d'améliorer le confort? Si les gens sont plus préoccupés, puis on fait des groupes de réflexion sur le sujet, est-ce que ça permet d'améliorer le confort? Je m'occupe, moi, plus de l'objectif 3, puis c'est pour ça qu'on va en entendre parler un peu plus aujourd'hui. Donc, d'essayer de documenter l'impact économique, de suivre le code de pratique ou d'améliorer le confort. Et finalement, on avait développé un outil d'évaluation, mais qui était quand même relativement sophistiqué et prenait du temps. Les gens de l'Université de l'île du Prince-Édouard qui travaillent à essayer de simplifier l'outil pour faciliter l'évaluation. Donc, si on regarde un peu certains résultats préliminaires, surtout en lien avec l'objectif 3, puis j'ai triché un peu, j'ai mis aussi des résultats concrets qui datent plus de la grappe laitière 1. Donc, si on regarde un peu des résultats, on va parler premièrement des stabulations libres, puis ensuite des stabulations entravées. Mais avant, on va poser une première question. Donc, sortez vos appareils. D'après vous, quel est le pourcentage moyen de vaches observées comme visiblement boiteuses dans les 140 fermes en stabulation libre qu'on a visitées dans le cadre de la grappe laitière 1? Donc, est-ce que c'est 0%, il n'y en avait pas, il ne faut pas se préoccuper de ça, 11% ou 21%? Donc là, si je comprends bien, je passe à la suivante. Oh, vous répondez déjà rapidement. Donc, faites vos jeux. OK. OK, donc on voit
38% des gens pensent que 11%, et les 2/3, donc 60%, pensent que 21% des vaches qui sont visiblement boiteuses en stabulation libre. Donc, si on regarde le résultat, la réponse, c'est 21%, donc la plupart d'entre vous aviez raison. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait une très grande variation d'un troupeau à l'autre. Donc, il y a des fermes qui réussissent à avoir 0 boiterie, ce qui est exceptionnel, et d'autres qui étaient à des taux de boiterie de 69%. Donc, c'est sûr, quand on prend ça de façon relative, est-ce que c'est grave d'avoir ces niveaux-là? Est-ce qu'il y a des moyens de diminuer le niveau de boiterie? Donc, lorsqu'on a fait la première visite, on a développé un outil qui permettait d'évaluer la gestion de la boiterie dans les stabulations libres. Puis on a essayé de voir est-ce qu'il y a un lien entre la boiterie et la production de lait des vaches. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est la production de lait des vaches. Ça, c'est des moyennes de troupeaux. La production de lait des vaches, donc le lait corrigé pour le gras, en fonction du degré d'atteinte des objectifs ou des critères de gestion de la boiterie. Donc, c'est sûr que ici, vous avez une belle droite, parce que ce matin, on nous a dit de simplifier le message. Donc, ça, je pense que c'est assez simple. Autrement dit, ce qu'on a fait, c'est on a fait une régression entre la production de lait des troupeaux et les critères, la rencontre des critères de gestion de la boiterie. Puis ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance linéaire entre les deux, si on tient compte de la génétique, et que cette tendance-là est significative. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a 2000 kilos par vache en moyenne de différence entre ceux qui ont mis en place une stratégie de gestion de la boiterie et ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est quoi ça, une stratégie de gestion de la boiterie dans le cadre de l'outil d'évaluation qu'on avait mis en place? Donc, ça tenait compte de 4 critères. Premièrement, moins de 10% de vaches qui étaient boiteuses. Avoir une observation routinière des boiteries, donc avoir mis en place une procédure d'observation routinière. Aussi avoir mis en place des procédures appropriées pour le traitement des vaches boiteuses et finalement avoir un registre complet. Donc, les gens qui possédaient ces 4-là, il y avait un pointage, mais l'ensemble des cibles avaient 2000 kilos de lait en moyenne de plus dans leur troupeau par vache que les fermes où il n'y avait aucune de ces cibles-là d'atteinte. Donc, ça, c'était pour les stabulations libres. Donc, pour tous ceux qui sont à l'ouest de l'Ontario maintenant, vous pouvez quitter parce qu'on va parler un petit peu de stabulation entravée. Pour ce qui est de la stabulation entravée, donc une question pour vous. Quand on va parler de blessure au cou. Donc, j'avais un exemple ici. Un exemple ici de blessure qui peut arriver au cou. Afin de réduire significativement le taux de blessure au cou, sans que ça coûte trop cher. Donc, en français, on réduit les blessures au cou à faible coût, jeu de mots. Un producteur, qu'est-ce qu'il devrait faire? 1. Avancer la barre selon les normes, qui est 35 cm en avant du muret. Monter la barre selon les normes. Ou, tout simplement, ne plus évaluer les blessures. Comme ça, on est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, je vous laisse voter. Les résultats apparaissent à droite. Oh, je suis chanceux, personne n'a répondu qu'il ne fallait pas évaluer les blessures. Donc, on hésite entre augmenter la hauteur de la barre ou avancer la barre. Et je vous comprends parce qu'avant de faire cette étude-là, on croyait que les deux étaient aussi bons. Soit on avançait la barre, soit on la haussait, mais l'idéal, c'est de faire les deux. C'était d'avancer et hausser la barre aux normes. Mais nos résultats nous montrent que
le principal moyen de diminuer les blessures au cou, ce n'est pas d'hausser la barre. C'est ce qu'on a aperçu, c'est ce qu'on a vu souvent dans les étables au Québec où la barre avait été levée, mais pas avancée, alors qu'en Ontario, on voyait souvent l'inverse. Et l'impact sur les blessures au cou était vraiment important, puis je vous montre des résultats à l'instant. Donc, ce que vous avez à l'écran en bleu pâle, c'est les fermes qui ne respectent pas la norme pour la position de la barre d'attache. Et ce que vous avez en bleu foncé, c'est les fermes qui respectent la norme. Donc, on va commencer par les blessures au cou. On voit qu'il y a une diminution drastique des blessures au cou entre ceux qui ne respectent pas la norme pour la position de la barre et ceux qui la respectent. Donc, 22 points de pourcentage de différence. Mais ça se limite pas juste au cou, parce qu'on peut comprendre que si on avance la barre, les vaches vont avoir moins de chances de pousser avec leur cou. Donc, mais on voit aussi des effets sur les blessures au genou, donc qui passent de 48 à 28, et la boiterie qui est très diminuée dans les stabulations entravées lorsque les vaches n'ont pas à pousser constamment sur la barre pour aller chercher leur nourriture. Le seul inconvénient, puis ça je suis sûr que tous les producteurs qui ont une stabulation entravée vont nous le dire, c'est qu'il peut y avoir un effet sur la propreté du puits, parce que si on avance la barre, les vaches ont tendance à déféquer à l'intérieur de la stable. Donc, il faut porter une attention plus importante à la propreté. Puis, le confort, c'est souvent ça. Il y a toujours un compromis entre donner plus de confort, puis garder quand même les vaches relativement propres. Mais si on regarde l'amplitude, on voit que le pourcentage de vaches sales est vraiment très faible, aux alentours de 5%, alors que le pourcentage de vaches avec des blessures, lui, était relativement élevé. Donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, on a parlé d'impact sur les blessures, mais est-ce que ça se traduit, le confort en stabulation entravée, est-ce que ça peut aussi se traduire par une meilleure productivité des vaches? Ce que vous avez à l'écran, c'est les résultats. On a fait un peu le même genre d'évaluation, l'impact de suivre les critères sur la gestion des stalles, l'impact que ça a sur la productivité des vaches. Donc, dans la gestion des stables en stabulation entravée, on avait 3 critères. Puis là, vous voyez les 4 barres. Donc, ceux qui ne respectaient aucun des critères avaient une moyenne aux alentours de 8400 kg de lait par vache, alors que ceux qui suivaient l'ensemble des critères avaient 9200 kg de moyenne. Donc, il y a un 800 kg de différence entre ceux qui gèrent correctement les stalles en stabulation entravée et ceux qui les gèrent pas correctement. Donc, c'est quoi ces critères-là? C'est principalement d'avoir des stalles qui sont sèches et propres, et aussi, très important, le niveau de litière qui est mis aux animaux. Donc, un dernier point sur la longévité. Donc, est-ce que tous ces efforts-là, on vient de voir que ça peut avoir un effet sur la productivité des vaches. Est-ce que ça peut avoir un effet aussi sur la longévité des vaches dans le troupeau? Donc, on a fait l'étude ici en stabulation entravée. Et ce qu'on s'est intéressé à découvrir, c'est quoi les facteurs de risque que les vaches en première et deuxième lactation quittent le troupeau. Si elles quittent en troisième lactation, ça nous fait de la peine, on est triste parce qu'ils quittent, mais au moins ils ont payé leur séjour. Donc, quels sont les risques? Puis on voit apparaître ici beaucoup de facteurs de risque qui sont liés au confort. Le premier, la hauteur du muret. Donc, si on met le muret devant les vaches trop haut, les vaches ne peuvent pas faire leur élan lors du lever facilement. Donc, ça affecte la durabilité. Donc, chaque fois qu'on dépassait de 1 cm la hauteur du muret au-delà de la norme, qui est de
20 cm, donc 8 pouces. On avait une augmentation de 2,4% des risques de réforme. Les stalles trop étroites, chaque fois qu'on diminuait de 10 cm la largeur des stalles par rapport aux normes, ça augmentait de 15% les risques de réforme en première et deuxième lactation. Et je vais aller à la dernière ligne. Lorsqu'il y avait peu d'événements de lever-coucher, donc si une vache ne pouvait pas se déplacer facilement dans sa stalle, donc se lever et se coucher, donc ça augmentait de façon importante aussi les risques de réforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je vous ai dit en 12 ou 13 minutes? Donc, il y a des bonnes, puis il y a des mauvaises, il y a des bonnes, puis il y a des moins bonnes nouvelles dans ce qu'on a vu quand on est allé sur les fermes. Si on commence par les moins bonnes, le confort peut être amélioré dans plusieurs fermes, puis je pense que l'initiative Proaction va en ce sens-là. Il y a un taux de boiterie qui peut être élevé, qui est dans certaines fermes. Il y a des blessures aussi. On a vu des taux de blessures qui peuvent atteindre 40-50% dans certains cas, donc c'est relativement élevé. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, c'est que les outils d'évaluation qu'on a mis en place sont disponibles, sont en train d'être améliorés par l'équipe de l'île du Prince-Édouard. On travaille aussi à des solutions qui sont efficaces, donc on connaît certaines solutions, j'en ai mentionné certaines sur la boiterie, et que ces solutions-là, en plus, risquent, en plus d'améliorer le confort des animaux, à être rentables pour les producteurs, parce qu'on a vu qu'il y a un lien avec la production de lait, et probablement, c'est le chemin qui reste à faire, et probablement sur la rentabilité des entreprises. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, il y a plusieurs articles qui ont été publiés dans le cadre de la grappe 1, quelques-uns dans le cadre de la grappe 2, donc vous pouvez aller consulter ces articles-là. Et sur ça, je remercie les producteurs laitiers et les autres organisations pour le financement, et je vous remercie de votre attention. Our next speaker is Dr. Ronaldo. Prochain conférencier, Ronaldo Cherry, de l'Université de Colombie-Britannique. Il nous vient de Sao Paulo, au Brésil, où il a reçu son diplôme de médecine vétérinaire de l'Université d'État de Sao Paulo. Il est à l'heure actuelle professeur adjoint en reproduction animale à l'Université de Colombie-Britannique. Le docteur Cherry se concentre sur les stratégies pour surmonter la sous-fertilité chez les vaches laitières, comme l'utilisation des méthodes automatisées pour la détection de l'estrus, temps d'ovulation et troubles de la santé. De plus, la fonction appliquée et fondamentale des tissus de reproduction associés à l'inflammation et à la santé sont des aspects essentiels de sa recherche. Merci, Shirley. Notre projet ici, pour les producteurs laitiers du Canada, était basé sur les gains durables en reproduction. Alors, historiquement, nous avons toujours été dépendants de protocoles de synchronisation, de programmes de fertilité, ce qui veut dire qu'il faut donner des hormones exogènes aux animaux pour que ces animaux, deviennent gestantes. Alors, ça peut être très perçu comme étant quelque chose de négatif, dit comme ça. Par contre, ça a été un outil fabuleux pendant de nombreuses années pour nous aider à effectuer nos programmes de reproduction chez les vaches laitières. L'une des questions qu'on s'est posées au tout début, lorsqu'on a soumis notre proposition aux producteurs laitiers du Canada, c'était de savoir, quelles sont les étapes à venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un programme de reproduction durable chez les vaches laitières? Cette question n'est pas aussi facile
que si, par exemple, on parlait du bien-être des animaux ou des facteurs environnementaux. Parce que la reproduction laitière, je vais vous montrer quelques clichés là-dessus un peu plus tard, la reproduction est à la hausse. Dans les fermes laitières nord-américaines depuis les 5 ou 10 dernières années. Je vais vous montrer d'ailleurs une diapo sur ce scénario et quelle devrait être notre approche pour l'avenir. Le problème ici est que nous avons trouvé une solution pour l'absence de fertilité. Bon, en grande partie, ce n'est pas encore parfait, mais ce qu'on appelle l'insémination à temps déterminé, ces approches ont été utilisées avec réussite et donnent de bons résultats sur toutes les fermes nord-américaines. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de l'estrus? L'estrus est la base et ça devrait être, pour vous, c'est quelque chose de fondamental, mais du côté de la recherche, nous semblons avoir perdu de vue comment étudier une vache qui est en chaleur, dans son état naturel, l'état qui est nécessaire pour la vache avant qu'on ne l'insémine. Les objectifs de recherche pour ce projet, pour les producteurs laitiers canadiens et pour la grappe laitière canadienne, la grappe de recherche laitière, vise à améliorer les connaissances sur le comportement en estrus de la vache laitière moderne. Je parle de vache laitière moderne parce que l'information que nous avions venait de vaches qui produisaient moins de lait, plus petites, en corpulence et dans un environnement différent. Ensuite, identifier les facteurs physiologiques et environnementaux qui touchent l'expression de l'estrus. Notre style de régie a changé. Nous nous sommes améliorés pour ce qui a trait à les soins que nous offrons aux vaches, pas à tous les égards, mais à plusieurs égards. Et deux autres objectifs, instaurer des programmes et des technologies de reproduction qui optimisent la performance reproductrice des troupeaux. Et ça touche les nouvelles technologies que nous avons à l'heure actuelle et qui nous permet de mesurer les choses. Une partie de l'information que je vais vous montrer aujourd'hui nous vient de ces moniteurs de surveillance de l'activité. C'est un petit peu le Fitbit que vous avez pour mesurer les pas, tous les pas que vous faites, etc., et votre sommeil. Et on l'a, par exemple, pour les vaches, on mesure leur comportement couché, assise, la rumination également, mais maintenant, c'est l'activité. L'activité pour savoir si la vache est plus active, si elle marche plus, si elle bouge plus. À l'heure actuelle, nous avons la capacité de ne pas nous dire « Ah, elle semble avoir un estrus marqué », mais on peut chiffrer ça en pourcentage. De quel pourcentage est-ce que ça a augmenté et comment est-ce qu'on peut faire l'association avec les caractères de fertilité. Alors, pour ce qui a trait au premier objectif, eh bien, nous avons pas mal d'informations, beaucoup d'études qui ont été effectuées, plusieurs qui sont en cours. Et avant d'embêter Shelley et de lui donner trop de clichés, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques résultats et ça sera notre point de départ. Ça, c'est un questionnaire qui a été préparé par notre groupe, surtout le groupe de l'Ontario, de Stephen Leblanc à Guelph, et nous avons soumis plusieurs questionnaires pour savoir comment est-ce que les fermes laitières canadiennes, eh bien, pratiquent la reproduction dans les animaux. Donc, 833 fermes ont répondu et la détection visuelle des chaleurs, on le constate du point de vue numérique, en nombre, est la plus élevée. Et c'est très biaisé, bien sûr, parce que la majorité des fermes qui ont répondu, et le plus grand nombre de ces fermes se situe au Québec, ces chiffres nous montrent que, surtout dans les fermes à stabulation entravée, la détection visuelle des chaleurs demeure prévalente, ce qui est tout à fait sensé, parce que la vache attend presque en ligne. Et lorsqu'on s'achemine vers des fermes plus grandes et plus vers l'ouest canadien, là, on voit que
l'insémination artificielle à temps prédéterminé, systèmes d'activité et pratiques combinées sont utilisés. Donc, plus de ces activités sont utilisées. Donc, ça, au cours des 5 ou 10 dernières années. Les données de reproduction générale de ces fermes laitières. Si on compare ces données, d'abord le taux de gestation. Le deuxième, les barres en noir, c'est le taux d'insémination, qui veut dire ou la proportion des animaux qui étaient admissibles et qui étaient en chaleur ou qui ont été soumises à l'insémination. Et le risque de conception, c'est pour chaque animal qui a été inséminé, combien sont devenues gestantes. Donc, le taux de gestation est sans conteste la valeur la plus importante que l'on a pour des raisons pratiques. Et ça, c'est le chiffre que vous recherchez à titre de producteur. Et ce chiffre de 17,5, ce chiffre paraît bas. Il était même plus bas il y a 5 ou 10 ans. Alors, nous augmentons et de beaucoup ce taux de gestation. Mais nous l'avons augmenté, ce taux de gestation, en augmentant le nombre d'animaux soumis à l'insémination artificielle. Et la plupart de ces gains sont survenus parce que ces programmes d'insémination à temps déterminé ont augmenté le nombre de vaches inséminées. Les moniteurs de collecte d'activité s'améliorent et se sophistiquent. Les paramètres de reproduction au Canada se sont améliorés et à l'heure actuelle, plus de technologies sont disponibles. Les comportements d'estrus, je ne vous ai pas montré beaucoup de données. Les prochains clichés vous en montreront, mais les comportements d'estrus sont très variables. Et une partie de l'association de ces comportements d'estrus avec les paramètres physiologiques ne sont pas en ligne avec ce que nous croyions précédemment. Et ça va ouvrir des possibilités de recherche. Et les variations d'œstrus sont également prononcées chez le même animal, ce qui veut dire que l'animal qui affiche une chaleur élevée à un moment donné n'affiche pas toujours donc un état de chaleur élevé. Et ceci aura des implications plus tard et j'espère que nous pourrons aborder cet aspect-là dans des études ultérieures sur la sélection génétique. Certains facteurs physiologiques et environnementaux qui touchent l'expression de l'estrus. Au bas, dans la rangée du bas, vous avez donc collier, patte 1, patte 2. Alors ça, c'est l'un de nos objectifs. C'était de tester différents systèmes au niveau de nos moniteurs. Si on commence à collecter, à recueillir de grosses quantités de données, il fallait qu'on s'assure que l'on pouvait recueillir ces données de différentes machines, différents appareils. Alors, si on regarde ces chiffres, ils correspondent à ce à quoi on s'attendait. État de chair. Si vous avez des animaux qui sont égaux ou en dessous de 2,5 pour l'état de chair, donc un animal très émacié, la durée de leur estrus et l'intensité de leur estrus a tendance à être plus bas. La parité, même chose. Dans la plupart des cas, les animaux plus jeunes, les animaux en première lactation ont tendance à avoir un estrus plus marqué que les vaches multipares. Maintenant, si vous regardez le stade de lactation, donc les vaches qui ne sont pas à leur tout début, mais qui sont à mi-lactation ou à la fin de la lactation, elles ont un estrus plus marqué. Avec tout ça, vous seriez mêlé pour déterminer quel serait l'effet sur la production en lait en relation avec ce comportement d'estrus. La croyance a toujours été que la production du lait sera toujours mauvaise pour des fins de reproduction. Ça a toujours été la croyance entretenue et que ça serait également mauvais pour le comportement au niveau des chaleurs. Pourquoi est-ce que c'est important pour cette grappe de recherche? Si on commence à avoir trop une tendance à une production de lait plus élevée, une expression moins marquée pour l'estrus, là, ça pourrait commencer à être problématique et les gens, à ce moment-là, se diront « Ah ben, ces vaches ne sont pas en chaleur comme elles devraient et donc ce n'est pas durable. » Alors, ce que l'on voit par rapport à la production de lait et les pics d'activité, c'est qu'il y a une très faible corrélation. Si on stratifie le donné, oui, une partie de cette production très faible, 20, 25, 30, elle pourrait avoir un peu plus d'intensité d'estrus que les autres, mais de façon générale, la différence est somme toute minime.
vous pouvez avoir beaucoup d'animaux avec une production en lait très élevée et malgré tout, elles auraient ce pic d'activité assez élevé. Alors l'idée ici, c'est que après, on a fait la corrélation entre tous ces éléments et la fertilité. Et je pense que certains des résultats ont été très bons, non seulement pour utilisation immédiate, mais pour une utilisation à plus long terme et d'ainsi sélection génétique. Autre tableau, je l'ai montré l'autre jour, je crois qu'un grand nombre d'entre vous ne vous préoccupez pas du diamètre des follicules, mais d'un point de vue physiologique, en reprophysiologie, il y a toujours cet élément. Vous avez une follicule plus grande, plus d'estradiol est produit, ce qui va déclencher ce changement en comportement, et là, on devient plus réceptif sexuellement. C'est comme ça que ça marche pour la vache. Et on s'est dit, bon, si le diamètre des follicules est plus élevé, elle aura plus d'estradiol et donc sera plus en chaleur, et le changement de comportement surviendra. Et cependant, c'est pas le cas. Donc, il y a autre chose dans la vache qui est indépendant de ce qui se passe dans l'ovaire et qui déclenche ce changement dans le comportement. Et c'est un changement de comportement fort intéressant. Encore une fois, un type de moniteur d'activité, même deuxième appareil, même chiffre. Et là, on mesure l'activité de différentes façons. D'abord par un collier au cou, l'autre est un pédomètre, et ceci a suscité beaucoup d'études de suivi et de questions de suivi pour mieux cerner comment tout ceci fonctionne. Alors, l'état de chair et la parité, comme ça aurait été prévu, vont accroître l'intensité et la durée de l'estrus. Normalement, ces éléments sont corrélés à la fertilité, donc les vaches avec un meilleur état de chair et les vaches qui sont primipares, normalement, ont une meilleure fertilité que les vaches avec un état de chair faible et les vaches plus vieilles, donc multipares. Étonnamment, la production laitière et les données ovariennes n'ont pas d'effet sur l'intensité et la durée de l'estrus. Alors, ces informations, dans le cadre d'études de suivi, seront très importantes pour nous aider à déterminer le bon phénotype au cas où on essaierait de lancer un programme pour la sélection génétique pour les animaux, pour les sujets qui non seulement ont une production de lait élevée, mais qui ont un potentiel élevé pour l'expression de l'estrus. Alors, instaurer des programmes et des technologies de reproduction qui optimisent la performance reproductrice des troupeaux, ceux qui ne sont pas si familiers avec l'insémination à temps déterminé. Alors, ce que l'on voit ici, c'est un chiffre qui représente un grand nombre de nos études. Ça, ce n'en est qu'un, ce n'est qu'une étude, mais on en a plusieurs autres, d'autres études qui ont été faites par d'autres collègues qui ne sont pas nécessairement associés à cette grappe, mais qui ont été effectuées quand même. Nous n'avons pas vraiment de différence lorsqu'on commence à inséminer plus de vaches sur la base de leur activité par rapport à l'insémination à temps déterminé. Ceci ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a que des programmes qui se fixent à l'estrus ou à l'insémination à temps déterminé. C'est pas le cas. Il n'y a pas d'études qui aient été faites là-dessus. Et ça nous indique le fait que l'industrie, au cours des dernières années, a vraiment été dépendante de l'insémination à temps déterminé. Alors, autre étude, 30-31, si vous voyez seulement insémination à temps déterminé, vous allez vous dire que ceci aura tendance à générer plus de fertilité, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Et nous n'aurons pas le temps d'en discuter plus avant, mais si vous regardez les effets à long terme, il n'y a pas de différence. Et explorer différents phénotypes, je vais y aller assez vite, mais ça, c'est des résultats fort intéressants. Si on commence à regarder et qu'on essaye de faire une stratification sur la base de données qui sont recueillies à partir de ces moniteurs de l'activité, vous allez voir que c'est la première fois qu'on a été en mesure de le faire. Il n'y a pas d'autres études précédemment qui ont essayé de mesurer le comportement sexuel chez les vaches laitières à ce niveau-là. Il y a eu d'autres études, mais n'ont pas examiné la fertilité comme nous l'avons fait. La seule chose, lorsqu'il y a une mesure par collier, il y a une différence au niveau, par exemple, de la gestation par IA. Et
une augmentation de 12 à 20 %. Ça, c'est un ensemble de données différentes et tirées d'une ferme différente. Et toutes ces études, avec plus de 1500 épisodes d'estrus, impliquaient beaucoup d'animaux et malgré tout, c'est toujours la même chose. Récemment, on a procédé à une autre étude avec un transfert d'embryons et ceci vaut également. Les vaches qui sont transférées à des receveuses qui montrent un estrus élevé au début de leur cycle ont une augmentation élevée dans leur fertilité. Et cette application à court terme, donc une combinaison pour l'instant pour des fins pratiques, donc une combinaison de l'insémination à temps déterminé et une détection des chaleurs. Ça continue à être la meilleure méthode et on va voir quelle est la proportion qu'on aimerait avoir. Et finalement, plus peut être recueilli de ces moniteurs d'activité. C'est une information sous-utilisée, celle qui nous vient des détecteurs d'activité. Et il s'agit de détecteurs 24 heures par jour, 7 jours semaine que l'on peut utiliser avec les vaches. Étape à venir, raffiner les programmes de reproduction et on pourrait avoir une possibilité pour cette sélection génétique, même s'il faudrait améliorer un petit peu les choses sur le front du phénotype. Alors la question que nous avons, c'est comment peut-on améliorer les programmes de reproduction dans les fermes laitières canadiennes? Et je dois toujours répondre à ce genre de questions. Que ces questions viennent d'amis ou d'autres intervenants de l'industrie, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on avance? La reproduction à l'heure actuelle est un domaine où nous avons été en mesure de résoudre au moins en partie ce problème de sous-fertilité par le biais de ces programmes. Mais comment est-ce que l'on pourrait faire pour aller de l'avant? Et c'est quelque chose qui constituera un défi, mais c'est une chose à laquelle il faudra réfléchir également. Alors voilà. Le résultat du sondage. C'est la même question et c'est un reflet du défi qu'on a relevé. Une partie de ces programmes de reproduction utilise toutes les méthodes disponibles et c'est comme ça qu'on a fait les choses jusqu'à présent. On utilise ce qui marche, tout simplement. Une partie du problème, et je ne suis pas en train de diaboliser quelque méthode que ce soit parce que pendant toute ma carrière, j'ai utilisé certains de ces protocoles, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on va faire à l'avenir. Au moins dans cette salle, il semble que la majorité d'entre vous, eh bien, utiliser tous les moyens technologiques offerts pour améliorer la performance de la reproduction. J'ai sans doute un avis différent. Je me situe plus ici. Tant et aussi longtemps qu'on a la bonne technologie, c'est vrai. J'aimerais remercier mes collaborateurs. Je n'ai pas le temps de lire tous leurs noms. Anne-Marie de Passillé et Russian, Stephen Leblanc du Collège vétérinaire de l'Ontario a beaucoup travaillé avec nous et bien sûr tous mes étudiants sans lesquels je ne serais rien. Merci à la grappe de recherche laitière. Merci pour l'aide dont j'ai toujours pu bénéficier du fonds de dotation de WestGen et également un autre programme de financement de l'Association laitière de Colombie-Britannique. Merci.